Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marie-Martine Schins. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre de l'Éducation. Évidemment, on va parler enseignement, éducation avec vous. Tout d'abord, une réaction sur ces cas de plus en plus prégnants de violence. Il y a une enseignante qui a été écartée hier à Woluwe-Saint-Pierre parce qu'elle battait ses élèves. Elle était à peine à quelques semaines de sa pension. Début du mois, on a parlé de ce prof qui avait été agressé à coups de cylindre métallique. C'était à Etterbeek. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à placer des caméras de surveillance dans les classes? En Angleterre, ils le font. Ils donnent une caméra à certains profs et alors comme ça, on voit un peu mieux ce qui se passe vraiment dans les classes. Il y a tout un débat. Dans le journal Le Soir, ils en ont fait écho aujourd'hui sur est-ce qu'il faut mettre des mini-caméras dans les classes? C'est un large débat qui se pose dans le milieu scolaire, mais aussi dans d'autres endroits, dans les communes par exemple. Mais dans le monde scolaire, je pense que ça serait peut-être, et Benoît Galland, le professeur de l'UCL, le disait, prendre un bazooka pour tuer une mouche. Alors je ne nie pas qu'il y a des problèmes et que pour les personnes qui les ont vécus, notamment le professeur qui a reçu sur la tête un cylindre métallique, c'est très grave et qu'il faut des mesures par rapport à ce genre de comportement. Ça, c'est très clair. Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant généraliser un usage de caméras dans les écoles? À mon sens, non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. La Fédération Wallonie-Bruxelles a édité un guide qui comprend 150 mesures. Ça va de la sécurité à l'extérieur du bâtiment, dans les parkings, mais aussi des mesures de prévention, de gestion de conflits à l'intérieur de l'école. Et je pense qu'une école n'est pas l'autre. On doit aussi pouvoir adapter ce type de mesures en fonction de l'école. Alors que dans certaines circonstances qui peuvent être exceptionnelles, on se dise, parce que ça pourrait rassurer une équipe éducative, qu'on place une caméra, pourquoi pas? Mais en tout cas, une généralisation de ce type de système, c'est pas du tout, à mon sens, c'est pas du tout opportun. Alors c'est souvent au moment des crises qu'on parle de sécurité. On se souvient au moment du lockdown, votre prédécesseur Joël Milquet avait parlé même d'une safe room dans les écoles et ça avait fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous trouvez maintenant qu'avec ces règles qui ont été mises en place, vous tenez suffisamment à la sécurité dans les écoles? Ça fonctionne bien, ça? Mais en fonction des niveaux d'alerte, il y a une circulaire qui a été diffusée et qui explique bien quelles sont les mesures que l'école doit prendre à la fois pour les entrées et sorties des élèves, par rapport au niveau d'alerte. Il ne faut pas non plus passer au tout sécuritaire et affoler finalement les acteurs du monde scolaire qui ont besoin de sérénité pour travailler. Je pense que quand les balises sont claires et qu'elles sont placées dès le début, on peut avoir une bonne faculté de réaction. Je rappelle aussi que pour les moments de crise ou les cas critiques, il y a les équipes mobiles qui sont appelables et qui peuvent arriver dans les écoles avec du personnel qui est formé pour réagir à des situations problématiques. C'est bien, vous parlez de sérénité, et justement, on va parler du pacte d'excellence, où là, il y a eu beaucoup d'avis qui ont été donnés par les différents partenaires. Alors, il y a des avis positifs, comme celui de la FAPEO, c'est le dernier avis qui est tombé, et il y a des avis qui le sont moins. Donc, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Comment répondre à cette inquiétude de manière très, très concrète? Qu'est-ce que vous allez apporter comme réponse à toutes ces inquiétudes? La première chose, c'est que je comprends ces inquiétudes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un processus qui est tout à fait inhabituel et qui peut perturber les acteurs du monde scolaire. C'est un processus qui a été initié par mon prédécesseur, Joël Milquet, et qui vise à mettre tout le monde autour de la table, avec plusieurs étapes. On est aujourd'hui à une étape en particulier. Donc, les acteurs ont rédigé un avis et ils ont soumis cet avis numéro 3 à leur base. Et que des inquiétudes naissent, ça me paraît légitime, tout simplement parce que cet avis numéro 3 est une feuille de route, avec de grandes orientations, sur lesquelles les acteurs se sont accordés. Il n'y a pas d'agenda. On n'a pas évidemment aujourd'hui les dernières décisions sur le phasage, on n'a pas non plus toutes les modalités de mise en œuvre, et ce qui auront, c'est clair, sans doute un impact dans les écoles. Alors j'entends que certains sont inquiets, notamment les syndicats, sur le maintien de l'emploi, mais je voudrais à ce niveau-là être très rassurante. Les acteurs, quand ils ont rédigé l'avis, ont pris en compte justement toute cette dimension du maintien de l'emploi, puisque les différentes mesures s'implémentent de manière progressive et on doit tenir compte de la réalité de terrain. Donc il y aura bien maintien de l'emploi. Écoutez, les acteurs se sont accordés sur ce point important. Et donc au niveau du gouvernement, moi l'objectif évidemment, c'est de pouvoir rester au plus près des équilibres tels qu'ils ont été définis par les acteurs. C'est ensuite de tenir compte des points d'attention qui viennent d'être rapportés par les consultations de terrain. Et c'est enfin de travailler main dans la main à un phasage cohérent. Et aujourd'hui, les avis viennent d'être rendus. Les deux coprésidents du pacte vont faire des propositions de travail avec le groupe central, les fédérations de pouvoirs organisateurs, les PO,
donc les syndicats Oui. et les associations de parents, et ils vont ensemble construire un phasage qui sera en cohérence aussi avec le cadre du gouvernement. Donc traduisons ça un peu dans un planning. Ça veut dire que la semaine prochaine, le fameux groupe central, Cette semaine déjà. cette C'est semaine déjà, ce jeudi, Ouais. se réunit et devra vous remettre pour la fin du mois un avis définitif. Cette C'est la fois-ci. demande, c'est que l'avis définitif, l'avis numéro 3, qui est le dernier avis, arrive à la fin du mois de février, accompagné d'une compilation finalement des points d'attention qui ont été rapportés par les consultations, et en plus avec un phasage qui tient la route pour l'implémentation des différentes mesures. Et donc à partir de ce moment-là, ce sera une discussion au gouvernement et au Parlement. Exactement, le gouvernement s'en saisit, le Parlement, je propose qu'il y ait un débat au Parlement avec les acteurs du groupe central. Justement, on en a déjà eu un au moment de l'avis numéro 2. C'était très constructif, ça permettait à tous les partis d'exprimer des positions par rapport justement à cette feuille de route. Et puis, ce qui est important, c'est que le travail participatif, il va continuer. On met en place une cellule qui va travailler avec l'administration et le cabinet, mais dans cette cellule, il y aura des spécialistes, mais aussi des acteurs de terrain. Et cette cellule va, tous les X temps, rapporter, travailler avec les acteurs du groupe central. Ils sont demandeurs de poursuivre le processus. Et ça aussi, c'est un élément important qui revient des consultations, c'est qu'aucun acteur ne veut arrêter la démarche. Le statu quo n'est pas une option pour personne, même s'il y a des inquiétudes que nous comprenons et qui sont des points d'attention importants pour le gouvernement. Est-ce qu'il y aura déjà des éléments concrets à la rentrée de septembre? Mais bien sûr, à partir du moment où deux grands piliers sont les fondateurs du pacte, les plans de pilotage et le tronc commun. Il est normal, si le tronc commun démarre en 2019-2020 comme c'est prévu, qu'on commence avec les maternelles. Donc ce renforcement dans les maternelles, on peut déjà l'imaginer à la prochaine rentrée et il sera évidemment phasé. Tout comme l'aide administrative au directeur, si on souhaite qu'ils puissent vraiment pleinement s'engager dans la rédaction des plans de pilotage avec leurs équipes pour être dans le pédagogique et moins dans l'administratif, on doit pouvoir les soutenir avec des aides et c'est ce qui est prévu au niveau du phasage. Est-ce que tout ce temps mis finalement à accoucher de ce début de pacte d'excellence et les oppositions que vous avez connues, ça ne vous décourage pas parfois? Mais non, pas du tout, parce que quand je vois comment d'autres réformes ont été menées auparavant, qui étaient construites, et c'était le reproche régulier, qui étaient construites d'en haut, quand je vois ici la démarche qui bien sûr vient d'en bas, elle prend plus de temps, mais je trouve que c'est normal que ça prenne plus de temps, parce que c'est du temps qu'on gagnera par la suite, puisqu'on aura déjà posé toutes les balises. Et en fait, chacun saura à quoi s'attendre. Maintenant, c'est vrai que quand on aura le phasage, on y verra plus clair sur à quel moment les mesures vont arriver. Mais dès aujourd'hui, on a une vision, on a une stratégie pour l'école. Ce n'était pas le cas auparavant, et je ne me décourage vraiment pas facilement. Alors, après, à propos de vision pour l'école, il y a à peu près 10 ans, on avait commencé, Aziz, c'était du temps de Marie Arena, on va faire un décret inscription. Et alors, on en est un peu au moment d'un bilan. Et un rapport doit arriver bientôt sur votre bureau là-dessus. Et apparemment, d'après les premiers éléments qui ont fuité de ce rapport, on dit que ce bilan est plutôt contrasté. L'accès à l'école est plus transparent, c'est un aspect positif. Mais par contre, tout ce qui est l'effet sur la mixité, là, c'est plutôt raté. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il faut encore corriger ce décret inscription et très vite? Quand Marie-Dominique Simonet avait déjà amendé le décret initial, elle avait été très claire. L'objectif du décret, c'est d'avoir une transparence au niveau de l'inscription, que chacun ait le même type de formulaire, c'est un formulaire unique, qu'on évite les doubles inscriptions. Tout ça, le rapport, qui, et c'est vrai, n'est pas encore aujourd'hui officiel et que je n'ai pas encore eu sur mon bureau, précise que le décret a amené cette plus-value. Alors, Marie-Dominique avait toujours coutume de dire la mixité, c'est un coup de pouce à la mixité qu'on veut donner avec ce type de décret. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui l'analyser plus en profondeur et je me réjouis d'avoir ce rapport pour pouvoir l'évaluer. Mais dans tous les cas, ce qui me paraît important dans le décret, et je l'avais déjà dit, je pense, la dernière fois que j'ai eu le plaisir de venir sur votre plateau, c'est que si on change quelque chose par rapport aux différents critères qui sont aujourd'hui dans la balance, c'est qu'on puisse le faire de manière claire et annoncée pour tous les parents qui aujourd'hui, parfois, ont adopté des comportements en fonction du décret tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il existe des zones à très forte tension démographique, notamment à Bruxelles, où la situation est compliquée pour les familles, et j'en suis bien consciente. C'est aussi pour ça que dans un autre côté, et qui est à mon avis le volet principal,
on travaille à la création de nouvelles écoles, à la fois avec des extensions d'écoles existantes, mais aussi avec des modèles assez nouveaux, comme le nouveau PO, pouvoir organisateur mixte, qui va arriver à Molenbeek avec une pédagogie alternative et qui, je pense, est-ce qu'on n'a pas perdu du répondra temps, en partie à ça. Martine Schild, est-ce qu'on n'a pas perdu du temps? Parce que là, OK, on se rend compte, c'est maintenant on a besoin de ces écoles, il y en a quelques-unes qui se créent, c'est vrai, mais on a perdu beaucoup de temps à mettre en place ces écoles. On sait que ça ne se met pas en place en un mois, une école. Ça, c'est clair que ça prend du temps à tout niveau, à la fois au niveau du bâtiment, mais aussi au niveau de la reconnaissance du pouvoir organisateur s'il est nouveau, etc. Ouais. Et on a répondu à une urgence en 2013-2014 qui était le boom démographique au niveau du primaire. Bien sûr, les cohortes, elles augmentent. Oui, on sait qu'il y a un problème primaire, on sait qu'il y aura un problème aujourd'hui, on a clairement cette volonté d'avancer sur la création d'écoles, mais aussi sur le renforcement de l'attractivité des écoles existantes. Et on a pour le moment un cadastre qui a été fait par l'administration sur les besoins et sur l'attractivité. Il y a une note qui va être rapidement déposée au gouvernement sur comment on peut, dans tous les réseaux et en soutenant l'ensemble des réseaux, renforcer l'attractivité des écoles pour qu'elles répondent aussi à des projets qui sont demandés par les parents. Et il faudra s'assurer de l'attractivité des nouvelles écoles aussi, parce que également, ça, on en sait rien. Oui. Alors, une petite question, je dirais, pour terminer notre interview. Louis Michel, dans Le Vif, a dit qu'il n'était pas question de sacrifier ses week-ends pour 4 800 € net par mois, pour moins que ça en tout cas, parce que sinon on aurait un Parlement qui serait occupé, complètement coupé de la réalité, occupé uniquement par des fonctionnaires et des enseignants. Alors vous êtes enseignante et femme politique. Est-ce que vous avez choisi le métier de femme politique pour gagner plus d'argent? Mais j'ai d'abord choisi le métier d'enseignante. Ça, c'était très clair, c'était ma volonté depuis toujours. Je suis venue à la politique en parallèle, dans un mandat local d'Eschwines. Et donc non, pas pour l'argent, parce que c'est vrai que ce qu'on consacre comme soirée ou comme week-end, c'est relativement important. Par la suite, mes mandats ont évolué. J'ai toujours voulu éviter de cumuler des mandats. Je l'ai fait à certains moments quand je n'avais pas encore d'enfants. Mais je pense aussi que c'est en fonction des envies de chacun, de la capacité aussi de chacun à s'engager pleinement dans ses mandats qu'il faut pouvoir décider. Mais j'ai été assez choquée, tout comme l'enseignante d'ailleurs qui a fait paraître sa carte blanche, j'ai été assez choquée par ce qui était dit, parce que je pense que beaucoup d'autres métiers font en sorte qu'on doive travailler le week-end, notamment, et quand on est enseignant, on le sait aussi, on corrige le week-end, on prépare, et j'ai trouvé vraiment que c'était tout à fait déplacé comme propos. Mais aujourd'hui, tout le débat qu'il y a sur cette transparence, sur ce décumul, ça vous met plutôt à l'aise de dire « moi j'ai fait le bon choix en ne faisant pas trop de choses à côté ». Est-ce que vous donnez des exemples aux autres? Est-ce que c'est ça que... Je pense que personne n'a de leçon à donner à qui que ce soit. Je crois que c'est chacun en son âme et conscience qui doit prendre ce genre de décision. Et moi, je suis tout à fait à l'aise avec le parcours que j'ai eu. J'étais à la fois enseignante pendant 10 ans et en même temps, j'avais un mandat, mais j'étais redevenue enseignante à mi-temps. Alors à ce moment-là, c'était aussi un choix à la fois pour pouvoir faire pleinement ce qu'on décide de faire. Et ça a toujours été mon objectif. Merci Marie-Martine Schins. Demain, je recevrai Marc-Jean Geisels. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.